Cube Radio. Salut, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du Casanova de Montréal. Vous vous apprêtez à écouter une version française de l'épisode dans laquelle les propos des intervenants anglophones sont doublés en français. Vous pouvez trouver une version originale bilingue du même épisode dans la liste d'écoute. C'est au choix. Bonne écoute. Depuis 4 semaines, on vous parle de Sheldon Ludwig, le Casanova de Montréal. On décortique l'histoire d'un homme qui aurait séduit et lessivé plusieurs de ses anciennes copines, un charmeur qui fréquenterait les sites de rencontres et les cafés à la recherche de sa prochaine conquête. Mais la personnalité de Sheldon Ludwig comporterait plusieurs facettes. Il se présente comme un homme d'affaires qui se spécialise dans l'importation de vêtements et comme un ancien joueur compulsif devenu coach de sobriété. Mais ça veut dire quoi, être coach de sobriété? Pour mieux comprendre ce métier-là, j'ai appelé un de mes amis, qui est une sommité dans le milieu de la sobriété. Je voulais avoir son avis sur les témoignages que je commençais à recueillir. Et là, je vous le jure, l'appel qui suit n'est pas scripté. Noel. Hello, Uncle Bob. How's it going? Christmas Bridge, I'm good. Uncle Bob, c'est Bob Marier, un coach de sobriété de renommée internationale. Si je l'appelle Uncle Bob, c'est parce qu'il est l'oncle d'un de mes très bons amis. Christmas Bridget, c'est le surnom qu'il me donne. C'est très festif. I have a question for you. Yes. It's related to an investigation that I'm doing. J'avais pas l'intention de fournir le nom de Sheldon à Uncle Bob. Je voulais simplement qu'il me parle un peu de sa job à lui, qu'il me décrive un peu c'est quoi être coach de sobriété. Je voulais savoir si les services offerts par Sheldon concordaient avec la description que Bob pourrait me donner. So, we're dealing with this man who says he is a, addiction coach. He helps people deal with, gaming or drug addiction or, drinking. And I just wanted to Tell run me his name. Tell me his name isn't Sheldon. Pardon? If it's Sheldon, run away from him. You know Sheldon Ludwig. Yeah. Mais Bob semblait savoir exactement de qui je voulais lui parler. He's a complete poser. A complete poser. Un imposteur. J'étais bouche bée. Okay. Yeah. Je m'appelle Brigitte Noël et vous écoutez le Casanova de Montréal. So, All right. How do you think of all the names in the world, as soon as you said gambling and this, because that's his calling card, likes to pretend he's an expert in that. Bob Marier, c'est un célèbre coach de sobriété. Sa compagnie, Hired Sobriety, compte une foule de clients riches et célèbres. Le plus connu du public, c'est sûrement Rob Ford, l'ancien maire de Toronto, connu pour avoir fumé du crack. Sachez que quand Rob Ford a voulu vaincre ses problèmes de consommation, c'est Bob Marier qui l'a appelé. En gros, Uncle Bob, c'est tout un personnage. And tell him, ask him where he's trained. Where did he get his training? Ask him where that happened. Ask him what type of model of intervention. Because it's either Johnson method. Bob m'a dit qu'il soupçonnait que Sheldon n'avait pas les qualifications ni la formation requise pour faire ce genre de travail. Il m'a raconté que Sheldon aurait laissé tomber des clients avec des problèmes de dépendance sans suivi. So that's what I know about him. And it makes my business look bad that some charlatan's there. Il m'a dit que des charlatans comme ça, c'était mauvais pour la réputation de sa profession. He's not who he pretends to be. Il n'est pas la personne qu'il prétend être. So do it. Stop talking and do it. Okay, pick up the phone and call him. Say, I want an appointment. Take the ball and do it. Ça, c'est un extrait d'une vidéo produite par Sheldon pour faire la promotion de ses services de coaching. My name is Sheldon. I am a compulsive gambler. And I haven't placed a wager for 4,578 days. On y voit une série de plans de Sheldon en action. Sheldon qui s'affaire à la maison, Sheldon au volant d'une voiture de luxe, Sheldon au téléphone avec un client. Sur l'écran, c'est écrit Sheldon Ludwig, Addiction Specialist, spécialiste en dépendance. Mais l'éventail des services offerts est un peu flou. Il dit « J'aide les gens à se défouler, je suis comme le tableau noir, écrivez sur moi. » I become their
writing book, their writing tool. Write on me. I'm the blackboard. Go ahead. Il dit aussi des choses un peu dures à suivre. Genre, je parle et les gens réalisent que je ne suis pas juste un docteur. Regardez-moi aujourd'hui, je fais ci, je fais ça. Et avant, j'avais rien. I'm not just a doctor. I'm someone. Look at me today. I have a business. I do this. I do that. But I had nothing. Dans une autre vidéo, il présente des témoignages de gens qui auraient eu recours à ses services. It's not a question about monetary because it really is a question about him helping people. That's really what Sheldon's all about, helping others. It's not about the monetary. Ce n'est pas une question d'argent. Ça, c'est une phrase qui m'a accrochée. Parce que selon ce qu'on sait de Sheldon, avec lui, c'est toujours une question d'argent. Aujourd'hui, on rend visite à Chantal et son fils Rick. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez fait pour rentrer ça? Il y a une dame qui... OK. Chantal, c'est une amie et collègue de Ruth, l'ancienne copine de Sheldon qu'on a rencontrée dans le 2e épisode. Mon gars vient juste de se réveiller, je viens juste de me réveiller. Fait que ça se travaille de lui. Je suppose que tu veux t'asseoir. Tu t'assois d'habitude, là. Merci de nous accueillir. En fait, Chantal était là quand Ruth a rencontré Sheldon au Starbucks et elle avait suivi de près toute la progression de leur relation. Chantal était très contente pour son amie qui semblait filer le parfait bonheur. Mais les choses n'allaient pas bien à la maison. Son fils Rick, alors âgé de 16 ans, était malheureux et avait commencé à consommer. Le fils de Chantal comprend le français, mais il nous a demandé de faire l'entrevue en anglais. Like how I felt at that time was pretty shitty. Dans ce temps-là, je me sentais un peu comme une merde. J'avais pas une grande estime de moi, puis je voulais juste oublier tout ça en me défonçant avec n'importe quoi. Rick avait vécu une grosse peine d'amour, puis il avait abandonné le cégep. Il cherchait à atténuer sa douleur avec du pot, de l'alcool, des champignons. Il était à la dérive et je vois que c'est pénible pour lui d'en parler. Sometimes it felt like it was too much Des fois, j'avais vraiment l'impression que j'étais plus capable d'en prendre, puis que c'était devenu comme ma béquille. Un soir d'été en 2018, Rick était allé trop loin. Après un week-end passé à boire et à fumer beaucoup de pot, il avait pris une énorme quantité de champignons magiques. Combiné avec ses médicaments sur prescription, c'était un méchant cocktail. Yeah, it was the moment actually C'est au moment où j'ai presque fait une overdose que j'ai eu envie de changer les choses. I wanted to make a change. C'était une des nuits les plus traumatisantes de ma vie. It was probably one of the most traumatic nights of my life. Chantal avait passé ce week-end-là chez son chum. C'est quand elle est rentrée à la maison le dimanche que Rick lui a tout raconté. Elle était complètement bouleversée. Le lendemain, elle en a parlé à sa collègue Ruth. Fait que c'est là, le lendemain, quand j'avais été voir Ruth, puis là, je sais plus quoi faire, puis là, je broyais, puis c'est ça qu'elle m'a dit d'appeler Sheldon, puis c'est là que c'est arrivé qu'il a rencontré Sheldon parce que je l'ai appelé, puis il dit oui, c'est beau, je vais aller le rencontrer. Chantal savait que Sheldon, le copain de Ruth, était un ancien joueur compulsif. Elle savait qu'il offrait des services de coaching aux gens aux prises avec des problèmes de dépendance. I woke up one morning and Ma mère m'a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un à qui je pourrais parler. Puis une demi-heure plus tard, il était déjà à la maison. Au début, Rick dit que Sheldon l'avait surpris. I was expecting the typical Je m'attendais à rencontrer un psychologue bien normal. Quelqu'un qui aurait eu envie qu'on travaille ensemble pour aller dans une certaine direction. feeling to put me in a certain direction. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment le taux pour aider les gens. Et honnêtement, je vous mentirais pas, c'était une expérience qui était plutôt agréable de le rencontrer. It was a nice experience meeting him. I'm not gonna lie. Rick n'est pas le premier à le dire, Sheldon est un bon parleur, une personne charismatique et convaincante. D'ailleurs, les anciens clients qu'on a pu retracer nous ont tous dit que Sheldon avait réellement le tour avec les personnes atteintes de dépendance. Mais c'est son approche, ses prix et l'absence de formation qui soulèvent des questions. Après cette première rencontre avec Rick, Sheldon avait immédiatement appelé Chantal pour lui donner un compte-rendu. Mais même si Rick dit avoir vécu un meeting assez détendu où il a même perçu une pointe d'espoir, Sheldon avait présenté à Chantal une situation urgente, un état de crise.
Entre-temps, là, Sheldon m'a texté puis il dit « Il faut qu'on se voie, il faut qu'on se parle ASAP. » Tout de suite. Tout de suite. ASAP, l'acronyme pour As Soon as Possible, aussitôt que possible. Puis quand il m'a dit « Il faut qu'on se parle ASAP », honnêtement, j'ai eu la chienne. Ouais. Parce que je savais pas. Moi, que j'entends ASAP, là, c'est urgent. Fait que là, j'ai appelé Sheldon, puis j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? T'es correct? » J'ai dit « Je viens juste de parler à Rick. » Il dit « C'était une bonne session. » Il dit « Oui, Chantal. » Il dit « Je te dis tout de suite. » Il dit « Faut qu'on se voit tout de suite. » Il dit « Ton gars, il a besoin d'aide immédiatement. » J'ai dit « Ben voyons donc. » J'ai dit « Besoin d'aide immédiatement. » J'ai dit « Il m'a dit que ça a bien été. » Il dit « Oui, la session a bien été, mais il faut qu'on se voit immédiatement. Ton gars, il a un gros problème. » Fait que là, j'ai fait « Ben voyons donc. » Fait que j'ai dit « OK. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu entreprends de faire? » Il dit « Ben, je vais commencer des sessions avec lui. On va commencer à se parler. Je vais essayer de l'aider. » J'ai dit « OK. » Il dit « Ben, je te dis tout de suite. » Il dit « Il faut que je te charge, Chantal. » J'ai dit « OK. » Je sais pas pourquoi dans ma tête, moi, je me disais « Il veut le rencontrer, mais c'est le chum à Ruth. » Fait que j'ai pas pensé que c'était business. Fait qu'il dit « Fait qu'il faut que je te charge, par exemple, Chantal. » J'ai dit « OK, ben, de combien qu'on parle, là? » Fait que là, il dit « C'est 6 000 pour la session, mais Chantal, le cœur m'a fait 3 tours. J'ai fait « Quoi? 6 000? » Il dit « Mais Chantal, il dit « Écoute, je te chargerai pas les taxes. » Il dit « Parce que t'es l'ami à Ruth. » Puis il dit « Ça coûte déjà assez cher comme c'est là. » Il dit « Fait que, regarde, je te chargerai pas les taxes. On va laisser ça comme ça, mais il dit « Faut que ça soit cash. Si tu me donnes un chèque ou faut que je charge des taxes. » Fait que c'est sûr que j'ai pensé, j'ai fait « Ben là, regarde, faut que j'aide mon gars. » J'ai dit « Mais là, à quel point? » Il dit « Regarde, il dit, si t'aides pas ton gars, là, tu vas le trouver mort. » « 6 000 sinon ton fils va mourir. » Chantal sentait qu'elle n'avait pas le choix. Elle était désespérée. Avec le 6 000, c'était une disponibilité de 6 à 8 mois qui était pour être pour lui 24 heures. Puis là, je disais, ouais, mais quand même, Sheldon, c'est 6 000 $. Puis il dit, oui, mais écoute, il dit, quand tu allais voir un psychologue avec Rick, il dit, combien ça te coûtait? J'ai dit, ça me coûtait 100 $ de l'heure. Alors, il dit, OK. Il dit, puis sont-tu là? N'importe quoi que tu as besoin d'eux autres? J'ai dit, ben non, faut que je prenne un rendez-vous. Il dit, ben c'est ça. Il dit, avec moi, tu n'as pas besoin de rendez-vous. Fait que pense à ça de même. Fait que tout ce qu'il disait, ça fait du bon sens, là. OK, il va être avec lui pendant 6 à 8 mois. Ça lui donne un bon début, 6 mois, là, avoir quelqu'un avec lui constamment. Parce que c'est sûr, en étant sa mère, je peux lui dire, arrête de faire ça. Je peux lui dire, tu vas te faire mal, tu vas te tuer à un moment donné. Mais je suis juste sa mère, right? Tandis que si quelqu'un arrive, un étranger arrive, puis lui, il a eu les mêmes expériences, puis lui, il parle, puis lui, il devient un life coach. C'est sûr que dans ma tête, à moi, ça a plus de bon sens que si moi, j'arrête pas de tomber sur la tête, puis ça marche pas. C'était-tu dur de trouver l'argent? Non, je l'avais, l'argent. Je l'ai ramassé pendant plusieurs mois, l'argent, là. C'est pas comme j'avais ça qui flottait, là. Mais c'était pour mon garçon. Puis quand t'as un enfant, il y a pas de prix. Tu fais tout. Surtout quand quelqu'un vient dire que la vie de ton enfant est en danger, tu coupes ton bras, là. Tu fais n'importe quoi. Je demande à Rick s'il pense que Sheldon avait correctement évalué son état. Did you feel like you might die? Not in the slightest. That was all. Non, pas du tout. 99% de ce que Sheldon a dit était complètement faux. Il laissait croire que c'était beaucoup plus grave que ce que je lui avais dit. Je lui avais dit que j'avais un problème parce que je fumais trop de pot et que je consommais beaucoup d'alcool. Et lui, il a parlé de ça comme si j'avais un problème de dépendance à l'héroïne ou quelque chose comme ça. Sans en parler à Rick, Chantal avait ramassé l'argent nécessaire. Puis,
Elle était allée rencontrer Sheldon dans un stationnement de Walmart, un lieu parfaitement normal pour effectuer une transaction de plusieurs milliers de dollars. Fait que j'ai été le rencontrer, puis j'avais 3 enveloppes de 2000. Je les ai recomptées 3 fois, les enveloppes. 2 ou 3 fois. Mais moi, j'ai travaillé avec l'argent toute ma vie, right? Fait que je sais comment faire des bundles, je sais comment compter l'argent comme du monde. Fait que là, je donne l'argent. Puis là, quand je rentre dans le char, j'ai rencontré chez Walmart. Puis quand je rentre dans le char, là, je braillais. Sheldon prend son argent et lui donne rendez-vous le lendemain soir pour pouvoir discuter à nouveau de Rick. Le lendemain, il me texte le matin en me disant « Ça se peut-tu que tu sois 420$ short dans ton argent? » Ben, j'ai dit non, parce que je l'ai compté 2 fois. J'ai fait des bundles de 1000 que j'ai recomptés, puis j'ai mis 2000 dans chaque enveloppe. Ben, il dit j'ai été à la banque, puis ils l'ont mis dans la machine, puis malheureusement, c'est 420$ de short. Fait que j'ai dit, ben, si tu dis, OK, je suis désolée, mais je suis certaine d'avoir bien compté. Il dit, en tout cas, je te dis tout de suite, ça m'écoeure. Il dit, parce que la part du temps, je fais mes clients payer devant moi. Ah, j'ai dit, OK. Fait qu'il dit, bon, on va se rencontrer à soir. Il dit, amène l'argent à soir, il n'y a pas de problème. Ou tu peux faire un e-transfer. J'ai dit, je connais pas vraiment comment ça marche, les e-transfer, là. J'ai dit, je t'amènerai l'argent à soir. Fait que je l'ai rencontré ce soir-là, chez eux. J'avais amené les 420$. Puis, fait que là, c'était 6420$ là, que je donnais. Fait que là, on a commencé à jaser ensemble. Il m'a offert une tasse de café. J'ai pris le café, on jasait. Puis il est bon à faire sortir des affaires. Il m'a dit, en affaires, il est vraiment bon. Je sais pas comment il fait, là. Là, on jasait de situation financière. Il dit, il faudrait que tu prennes charge du compte de ton garçon. T'es-tu assez responsable pour prendre charge? J'ai dit, oui, je paye mes comptes. Je suis quand même assez responsable avec mon argent. J'ai dit, si ça arrive à ce point-là, pas de problème, je vais le faire. Fait que, pour te dire honnêtement, je sais pas comment c'est venu à une situation de ma situation financière. Il me demandait mes comptes, il me demandait combien que je payais pour une telle affaire, combien que je payais pour ci. Là, il dit, t'as-tu de la misère avec l'argent? J'ai dit, ben, j'ai pas une tonne d'argent, là. J'ai dit, je m'arrange. Fait qu'il dit, écoute, ça, c'est une affaire que, en plein milieu de discuter, Rick, il dit, écoute, ça, c'était bien bizarre. Il se lève, il va dans une pièce, il sort avec 2 paquets de bas. Encore ce fameux deal de bas qu'il avait proposé à Isabelle et Yannick dans le premier épisode. Là, moi, je suis comme, ben voyons. Il dit, écoute, et je te dis tout de suite, il dit, je peux te faire plus d'argent si tu veux. Il dit, regarde, je travaille avec ça, tu fais un investissement, et je te reviens avec un 21%. Puis là, moi, dans ma tête, de quoi tu parles? Pourquoi tu as des bas dans les mains? J'ai dit, t'essaies-tu de me faire investir dans quelque chose, Sheldon? Il dit, ben c'est juste pour t'aider financièrement. J'ai dit, honnêtement, je suis de parler de mon gars, là. Je suis vraiment pas intéressée dans les investissements. Merci pour l'offre, là, mais regarde, j'ai pas d'argent pour investir, moi, là. Il dit, OK. Il dit, si jamais, Chantal, écoute, je vais t'avoir plus d'argent. Je dis, merci pour l'offre, mais honnêtement, j'ai jamais eu confiance dans les investissements. Je suis vraiment pas intéressée. On peut-tu continuer? Fait qu'il dit, OK. Fait qu'il a été porté les bas, il est revenu. Puis là, on jasait de plein d'affaires, puis on jasait de ma vie avant, quand j'étais mariée, les difficultés que j'ai eues dans le mariage. Puis là, c'est arrivé au point que j'ai dit, il faut que je te dise. Il dit, toi, tu consommes-tu? J'ai dit, je consomme pas de drogue. J'ai dit, oui, je vais prendre une coupe de bière. J'ai dit, c'est vrai. Il dit, OK, quand tu dis une coupe de bière. Fait que là, moi, déjà, ça faisait qu'une couple de jours, là, parce que là, je déménageais avec mon chum. Lui, s'il va prendre une bière, moi, j'en prenais 12, là. Moi, j'en prenais beaucoup, là. Puis c'était tous les jours, là. Fait que là, j'ai dit, regarde, j'ai un problème d'alcool. Je te dis tout de suite, j'ai un problème d'alcool, puis je veux arrêter, puis je vais arrêter parce que je suis écœurée d'avoir des mal de tête quand je me lève le matin. Je suis écœurée puis rien faire. Je suis toujours dans la maison, puis je veux commencer une vie avec mon chum, mon gars, clean. Il dit, tu vas avoir besoin d'aide pour arrêter, Chantal. J'ai dit, ben, je veux essayer. Regarde, je pense que c'est capable de juste dire non, c'est assez. Puis il dit, regarde, j'aide ton gars, je vais t'aider toi aussi. Tu vas voir, tout va être correct. Il dit, il faut que je te prenne comme un autre client. Et il dit, fait qu'il faut que je te charge
toi aussi. Mais là, dans ma tête, hein? Là, je l'ai pas, l'argent, là. Comment t'as payé pour ces conseils-là? 3200 $. Là, j'ai dit, écoute, Sheldon, j'ai dit, je te donne ça, là, je suis quasiment à 10 000 $ dans le trou, là. J'ai dit, je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis là, il essayait de me convaincre sur texte, là. Oui, mais la bière, combien que ça te coûte? Combien que ça te coûte ta vie? Faut que tu survis. Toutes des choses comme ça. Puis là, il dit, OK, c'est beau. Après, comme 6 textes que je répondais pas, là. Tu sais, que c'était comme, j'entendais bing, 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 bing. C'était toutes des choses qu'il m'envoyait. Là, il dit, OK, 2800. Il dit, je vais m'arranger avec l'extra. Je vais parler avec ma partner. Isabelle. Puis je vais y expliquer que moi, je vais fronter le reste. Moi, donner le reste de ça. Fait qu'il t'a dit que c'était Isabelle qui était absolument, ouais. Celle qui voulait toujours que le prix soit full price. Oui, puis il fallait que ça soit au complet. Puis, d'après ce qu'il me disait, elle était vraiment méchante. Fait que je l'ai rencontré encore, puis j'ai donné un autre 2800. Dans un parking lot de Walmart? Non, chez eux. Là, j'ai compté devant lui, là, parce que je veux pas qu'il me dise que j'étais short encore, là. Chantal était rendue à près de 10 000 $ pour des services quand même assez vagues. Sheldon ne lui avait pas encore présenté de vrai plan de match, il n'y avait pas de stratégie claire et aucune mention de centre de réhabilitation. De son côté, Rick n'était pas du tout au courant du fait que sa mère venait de dépenser une fortune pour l'aider. Il pensait avoir affaire à un ami de la famille, une âme charitable. Je me disais que j'allais à des rencontres avec le chum d'une amie de ma mère. Je pensais que ça pouvait peut-être m'aider, mais de là à ce que ça change ma vie, j'avais quand même des doutes. Parce que selon Rick, les sessions n'avaient rien d'extraordinaire. Leur deuxième rencontre s'était déroulée au Cora, un restaurant de petit déjeuner du West Island, où Rick se souvient d'avoir mangé une omelette pendant que Sheldon lui déballait les 12 étapes, soit les principes de sobriété qui sont enseignés dans les groupes comme Alcooliques Anonymes. Le hic avec tout ça, c'est que les réunions d'alcooliques anonymes ou de narcotiques anonymes, bref, les groupes où on peut apprendre ces 12 étapes, mais c'est gratuit d'habitude. Sheldon aurait quand même eu de bons conseils pour Rick. Il lui disait qu'il devait changer son mode de vie et l'aurait entre autres encouragé à soumettre sa candidature pour un meilleur poste au restaurant où il travaillait déjà. Il faut lui donner ça, il a beaucoup de connaissances sur les problèmes de dépendance. Il sait que c'est une question de personnalité et aussi de mode de vie. Mais la session la plus mémorable l'avait marqué non pas par son contenu, mais par son lieu. Sheldon aurait amené Rick faire des commissions au centre d'achat. À la troisième rencontre, on est allé au centre d'achat Fairview pour récupérer un ordinateur. Fait qu'il faisait ses courses pendant que vous étiez en thérapie. Quand il venait me chercher, j'avais l'impression qu'on passait du temps ensemble comme des amis. J'avais pas l'impression que c'était mon thérapeute. Il m'amenait faire des courses avec lui, des choses comme ça. Puis, après 6 ou 7 sessions de ce genre-là, la thérapie s'était terminée brusquement. En fait, Rick aurait demandé à Sheldon ce qu'il ferait s'il recommençait à consommer. Selon ses souvenirs, Sheldon n'avait pas été très aimable dans sa réponse et Rick ne l'avait jamais rappelé. Chantal m'explique que la rupture de Ruth et Sheldon avait aussi causé un malaise à ce moment-là, que sa famille avait cessé de contacter Sheldon et que lui non plus n'avait pas fait d'efforts pour les relancer. Alors, leur bilan de l'expérience? C'est sûr que même si je sais aujourd'hui que Sheldon il m'a pris pour beaucoup d'argent, c'est sûr que si ça lui a fait réaliser quelque chose à mon garçon, ça, je l'apprécie. Ça valait-tu 6 000 $? Non. Mais ça lui a fait réaliser à mon gars qu'est-ce qu'il avait besoin de faire. Je demande à Chantal si elle aurait été capable de gérer son problème d'alcool sans l'intervention de Sheldon. Ben oui, absolument. Ben je l'ai fait tout ça. Parce que Sheldon, mais la seule affaire qu'il a faite pour m'aider, là, c'est qu'il a mis The Serenity Prayer dans mon téléphone. Ça, c'est la prière des alcooliques, là. Fait qu'il a mis ça dans mon téléphone. Puis il m'a dit de remplacer les cannes de bière avec quelque chose d'autre en canne.
pour avoir le même feeling. J'ai dit OK. Fait que là, j'ai commencé là, je pognais sur le Sprite Zero. L'expérience de Chantal ne serait malheureusement pas unique. J'ai parlé à 4 autres familles qui auraient eu recours au service de Sheldon et ces 4 familles-là m'ont raconté des choses semblables. Tous m'ont dit que Sheldon leur avait été relativement utile, mais qu'il avait aussi demandé énormément d'argent et mis beaucoup de pression. Dans 3 des 4 cas, la relation d'aide s'était terminée assez brusquement. Prenons l'histoire de Kathy, par exemple. Kathy, c'est une autre amie de Ruth qui lutte présentement contre un cancer. En janvier 2019, elle avait contacté Sheldon pour de l'aide avec sa fille adolescente Brianna, qui avait commencé à expérimenter avec la drogue. Après avoir parlé à Brianna, qui lui avait confié avoir essayé de la cocaïne à 2 reprises, Sheldon aurait contacté Kathy, sa mère. Il lui aurait dit que pour sauver sa fille, elle devait à tout prix l'envoyer dans un dispendieux centre de réhabilitation en Colombie-Britannique. Sa fille Brianna a appris récemment ce que Sheldon aurait dit à sa mère pour la convaincre de payer. Like him saying that like I was a cocaine addict and that I was going to die if I didn't do something and that they'd be paying for my funeral rather than like my rehab facility. Qu'elle était dépendante à la cocaïne, qu'elle allait mourir et que si Kathy ne payait pas pour le centre de réhabilitation, bien elle allait devoir payer pour les funérailles de sa fille. Quand Kathy lui avait dit qu'elle n'avait pas les moyens en raison des dépenses liées à son cancer, Sheldon aurait essayé de la convaincre de refinancer son hypothèque. Quelques jours plus tard, je suis allée visiter Uncle Bob chez lui pour avoir son avis sur les témoignages que je venais d'entendre. Bob m'a confié que Sheldon gravite dans son milieu depuis au moins 5 ans, qu'il se vend comme un expert en matière de jeux compulsifs. Il m'explique qu'à sa connaissance, Sheldon n'a pas suivi de formation pour offrir ce genre de service-là, qu'il semble surtout puiser de sa propre réhabilitation, ce qui peut être problématique quand ça implique une marge de profit aussi importante. Je lui raconte l'histoire de Chantal et Rick, et Bob a l'air scandalisé. 6 000 $. Yeah. Puis il était avec combien de... 6 ou 7 sessions, quelques appels téléphoniques. Ça vous fait rire, hein? Ouais. 50 $ de l'heure avec quelqu'un qui va vous aider. 50 $ an hour. Alors, 50 $ serait un taux horaire normal pour un coach, selon Bob. You don't sell hopes and dreams to people. Il dit que son travail n'est pas de vendre du rêve et de l'espoir. You don't tell the family, I'm going to get them straightened out. I'm not. I'm going to be able to help them get there, but this is going to be a group effort, and we're going to need to work together. Que si la personne n'est pas prête à se réhabiliter, si la famille n'est pas prête à l'épauler, que tu sais que le traitement ne fonctionnera pas, ben ça serait malhonnête de leur faire croire le contraire et d'accepter leur argent. Oh, fuck. There's no therapy there. There's no treatment plan. There's nothing there. Il me dit, c'est pas de la thérapie, ça. Il y a pas de plan de traitement dans cette histoire-là. Ça se fait-tu demander un flat rate comme ça, 6 000 $, je vais te régler ça? No. I feel sick to my stomach. I feel like crying when I hear that. It's like, oh. Il dit que ça lui donne la nausée. Il dit, j'ai envie de pleurer quand j'entends qu'il sème la peur comme ça. Est-ce que tu as déjà dit, si tu payes pas, ton fils va mourir? Are you fucking crazy? That's crazy talk. Il dit, je ferai jamais ça. Bob m'a aussi dit qu'il existe à Montréal des centres qui offrent des programmes de 3 mois pour environ 3 000 $. On parle ici d'un traitement qui comporte 3 jours de thérapie par semaine avec l'appui d'un psychologue pour la moitié du prix qu'aurait proposé Sheldon. On a réussi à contacter quelques coachs ou thérapeutes avec qui Sheldon disait être associé. Certains ont refusé de nous parler, mais ceux qui ont accepté en avaient long à dire. J'ai parlé à une coach de vie nommée Anne Papayotti, qui m'a dit que Sheldon avait voulu travailler avec elle pour offrir du coaching aux employés d'une compagnie aérienne. Elle m'a dit que Sheldon semblait brouillon et peu organisé et que finalement, le projet n'avait jamais décollé. Puis, quelques mois plus tard, une de ses clientes lui avait fait part de ses soucis concernant une nouvelle fréquentation. Un homme charmant mais peu fiable qui lui empruntait constamment de l'argent. Vous l'aurez deviné, elle parlait de Sheldon Ludwig. J'ai aussi parlé à Gilles Galipeau,
un coach d'affaires bien connu avec qui Sheldon aurait prétendu être associé. Je vous appelle parce que je travaille sur un dossier qui implique quelqu'un que vous avez connu, je crois. C'est un monsieur Sheldon Ludwig. Ça vous dit quelque chose? Ben, la police m'a appelé là-dessus. Moi, je suis dans le milieu, de la dépendance depuis 30 ans. Ouais. Lui, je le connais de nom depuis longtemps, mais je l'ai vu 3 fois l'année passée. Nous, les rencontres qu'on a eues, il parlait de nous envoyer des clients, de faire ci, de faire ça. Puis on s'est rendu compte qu'il était pas... il était pas cohérent, puis il donnait jamais suite à ce qu'il disait, tu comprends? Parce que moi, on n'a jamais fait affaire, nous, avec lui. Là. Selon ce que j'ai vu, les rencontres que j'ai eues l'an dernier, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. Là. Ah oui, puis il y avait une bonne histoire. Là. Quand il disait, comment ça fait que tu ne pas tes appels? Comment ça se fait? Là, il disait, mais j'ai eu un traumatisme crânien, hein, j'ai un gros problème de mémoire. Ça, je me souviens de ça. Lui, il se ramenait toujours à son traumatisme crânien. Il avait des problèmes avec son cerveau, en fait. Là. Dans le prochain et dernier épisode du Casanova de Montréal, on se penche sur les partenaires d'affaires de Sheldon Ludwig. Plusieurs de ces personnes, qui auraient perdu des centaines de milliers, voire des millions de dollars à cause de Sheldon, sont réticents de nous parler. Aurait-il quelque chose à cacher? Je peux pas vous parler spécifiquement de cette poursuite-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma connaissance, Sheldon a été impliqué dans de nombreux cas dans lesquels les marques de vêtements étaient d'avis qu'il faisait la vente de produits contrefaits. Si vous avez des histoires sur Sheldon Ludwig, écrivez-moi à brigitte.noel@quebecormedia.com ou trouvez-moi sur LinkedIn. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Merci à Julien Denis d'avoir prêté sa voix pour cet épisode. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.